Same answer. That is, you are invoking your Fifth Amendment. Yes. Août 2019, dans une cellule du Metropolitan Correctional Center de New York, Jeffrey Epstein est retrouvé mort. Quelques jours plus tard, un autre détail frappe les enquêteurs. Un testament de centaines de millions de dollars, sans le nom d'un seul enfant. Pas de fils, pas de fille, rien. Comment un homme obsédé par le pouvoir, les réseaux et la transmission a-t-il pu disparaître sans descendance reconnue? Et surtout, quels enfants portent réellement l'empreinte de sa vie? Cette enquête ne cherche pas des héritiers cachés, elle interroge un vide qui pour certains mineurs a laissé des traces indélébiles. Que signifie laisser une fortune mais aucun enfant? Et à qui revient alors le poids de cet héritage? Avant que le nom de Jeffrey Epstein ne soit associé à une cellule de prison et à des actes d'accusation, il incarnait une forme de pouvoir silencieux. Aucun titre officiel, aucune entreprise cotée en bourse. Et pourtant, il apparaissait là où se prenaient les décisions les plus sensibles, loin des caméras. Epstein s'était imposé comme un intermédiaire invisible, reliant finance, politique et monde académique par un réseau dense et discret. Il n'avait pas besoin de reconnaissance publique, son influence suffisait. Durant ses années de gloire, Epstein évoluait dans un décor de réussite absolue. Un vaste manoir à Manhattan, une résidence à Palm Beach, une île privée dans les îles Vierges américaines, jet privé, personnel permanent, déplacements organisés avec une précision quasi militaire. Tout semblait conçu pour garantir l'isolement et le contrôle. Aux yeux du public, il était un financier richissime, secret, toujours entouré de figures influentes. Mais un détail frappait par son absence. Il n'y avait aucune famille, pas d'épouse, pas d'enfant, pas une seule image d'un quotidien familial ordinaire. Lors des réceptions mondaines, Epstein restait souvent en retrait. Il observait, écoutait, reliait les uns aux autres. Ses relations n'étaient pas fondées sur l'affection, mais sur l'utilité et la dépendance. Les individus devenaient des éléments d'un système. Jamais il n'était question de paternité. Jamais on ne l'évoquait comme un homme de famille. Cette absence semblait, à l'époque, un simple choix de vie, celui d'un homme solitaire, entièrement dévoué à son empire personnel. Cette image de respectabilité était renforcée par la protection du système. Dès les premières accusations, des accords confidentiels furent conclus. Des enquêtes s'éteignirent discrètement. Epstein continua d'apparaître aux côtés de scientifiques renommés, de responsables politiques, de mécènes puissants. Pour l'opinion publique, cela signifiait qu'il n'y avait rien à craindre. Pour lui, c'était la preuve de son intouchabilité. Dans ce tableau éclatant, l'absence d'enfants devenait de plus en plus troublante. Les hommes de pouvoir parlent souvent de transmission, d'héritage. Epstein, lui, parlait de fonds, de projets, de programmes de recherche. Jamais d'une génération suivante. Aucun héritier n'était présenté. Aucun nom n'était destiné à lui succéder. Tout semblait s'arrêter à sa propre personne. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme obsédé par le contrôle. Il décidait qui entrait dans son cercle, qui en était exclu, qui comptait. Mais la famille obéit à d'autres règles. Elle ne se gouverne ni par contrat, ni par influence. Elle exige engagement et responsabilité. Pour Epstein, cette frontière semblait infranchissable. À l'époque, personne ne s'interrogeait vraiment. Être riche, célibataire et sans enfant n'était pas en soi suspect. Cela alimentait même une aura de mystère. Pourtant, ce mystère protégeait aussi ce qui se jouait à huis clos. Sans famille pour témoigner de l'intime, les ombres derrière les portes restaient invisibles. Avec le recul, la gloire d'Epstein ressemble à un décor soigneusement mis en scène. Une lumière éclatante à l'avant-plan, une obscurité dense en arrière-plan. Et au centre de cette scène, aucun enfant pour l'appeler père. Était-ce un simple choix personnel, ou le premier signe d'un vide plus profond, où le pouvoir remplaçait le lien humain? Tant que la gloire persistait, cette question restait sans réponse. Mais lorsque la façade a commencé à se fissurer, ce vide est devenu impossible à ignorer. Car lorsqu'un homme n'a ni enfant à protéger, ni famille à retenir, que reste-t-il quand tout s'effondre? L'année 2005 marque le premier craquement visible dans l'édifice soigneusement protégé de Jeffrey Epstein. À Palm Beach, en Floride, une plainte est déposée par la famille d'une adolescente. Elle décrit des faits précis, répétés, dans une résidence surveillée par des employés adultes. Au départ, l'affaire semble locale, presque banale. Une accusation de plus contre un homme puissant. Mais très vite, les enquêteurs découvrent que cette plainte n'est pas isolée. D'autres jeunes filles racontent une histoire étrangement similaire. Les mêmes lieux,
les mêmes rituels, les mêmes silences imposés. Les témoignages convergent. Des adolescentes, souvent issues de milieux modestes, sont approchées sous couvert de petits services rémunérés. Le scénario est presque toujours identique. Une porte qui se referme, un adulte qui observe sans intervenir, et une frontière qui est franchie. À ce moment-là, le récit cesse d'être celui d'un homme riche et secret. Il devient celui d'un système. Car Epstein n'agit pas seul. Autour de lui, des assistants, des recruteurs, des employés qui voient, entendent et continuent pourtant. En 2008, alors que les preuves s'accumulent, une décision judiciaire bouleverse tout. Un accord est conclu. Epstein plaide coupable de chef d'accusation mineur et évite une lourde peine de prison fédérale. Il purge une peine aménagée avec des sorties quotidiennes. Pour les victimes, c'est un choc. Pour l'opinion publique, l'affaire passe presque inaperçue. Pour Epstein, c'est une confirmation glaçante. Le système le protège encore. Pendant plus de 10 ans, le silence retombe. Officiellement, l'affaire est close. Officieusement, les victimes vivent avec leurs souvenirs, leurs traumatismes et une question lancinante. Pourquoi personne ne les a protégés? Pendant ce temps, Epstein continue de voyager, de recevoir, de financer. Son entourage se recompose. Son image publique, bien que ternie, n'est jamais totalement détruite. Et surtout, aucune remise en cause profonde n'émerge. Pas de famille pour s'éloigner, pas d'enfant pour imposer une limite morale, rien qui l'oblige à changer de trajectoire. La véritable rupture survient en juillet 2019. Cette fois, l'arrestation est fédérale. Les accusations sont plus graves. Trafic sexuel de mineurs, organisation criminelle. Les mots sont lourds, les dates précises, les lieux nommés. Les victimes, désormais adultes, prennent la parole. L'image d'un homme intouchable commence à s'effondrer publiquement. Epstein est incarcéré à New York, dans une prison de haute sécurité. À l'intérieur de sa cellule, l'homme de pouvoir se retrouve seul. Plus de réseau, plus de jet privé, plus de personnel. Aucun proche ne vient le défendre en tant qu'époux, en tant que père. Les audiences révèlent l'ampleur du désastre. Des dizaines de vies marquées à jamais, des enfances brisées, et toujours cette absence troublante. Aucune descendance reconnue, aucun enfant pour dire « c'était mon père ». Seulement des victimes qui disent « il a détruit une part de moi ». Le 10 août 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, un suicide. Immédiatement, les questions explosent. Défaillance de surveillance, caméras défectueuses, gardiens absents. La mort met fin aux poursuites pénales, mais pas aux interrogations. Pour beaucoup de victimes, elle signifie l'impossibilité d'un procès complet. Pour la société, elle ouvre une nouvelle enquête, non plus judiciaire, mais morale. C'est à ce moment précis que la question des enfants prend une dimension nouvelle. Non pas des enfants qui l'auraient eu, mais de ceux qui ont traversé sa vie sans protection. Epstein meurt sans héritier biologique, mais laisse derrière lui une multitude de jeunes vies profondément marquées. Certaines ont sombré, d'autres ont tenté de reconstruire. Toutes portent les conséquences d'un pouvoir exercé sans limite. La fracture est là, dans ce contraste brutal entre l'homme qui contrôlait tout et l'absence totale de lien familial. Comme si Epstein avait bâti son existence sur des relations asymétriques, où il dominait toujours, sans jamais accepter la vulnérabilité qu'implique la paternité. La chute révèle alors quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement un scandale sexuel, c'est l'effondrement d'un modèle de vie fondé sur le contrôle absolu et l'absence de responsabilité affective. Après sa mort, les victimes continuent de parler. Des procédures civiles sont engagées contre son patrimoine. Les récits se multiplient. Et une question persiste, lourde, presque insupportable. Comment un homme a-t-il pu détruire autant d'enfances sans jamais en assumer une seule? À cet instant, le vide laissé par l'absence d'enfants reconnus cesse d'être un détail biographique. Il devient la clé pour comprendre toute la mécanique de sa chute. Après la mort de Jeffrey Epstein, une autre enquête commence, plus discrète, plus lente. Elle ne se déroule pas dans les salles d'audience, mais dans les documents juridiques, les analyses psychologiques et les récits fragmentés des victimes. Une vérité s'impose peu à peu. L'absence d'enfants reconnus n'est pas un détail anodin. Elle éclaire une manière d'exister. Le testament d'Epstein révèle une structure complexe. Des centaines de millions de dollars sont transférés dans un trust installé aux îles Vierges américaines. Aucun héritier biologique, aucun nom de fils ou de fille. À la place, des clauses techniques, des administrateurs, des barrières juridiques. Pour les avocats des victimes, le message est clair.
protéger le patrimoine avant tout. Éviter qu'il ne devienne un outil de réparation. L'héritage est pensé comme une forteresse, pas comme une transmission. Cette organisation froide contraste avec l'idée même de famille. Avoir des enfants implique une continuité, une responsabilité qui dépasse la mort. Epstein a préféré une logique inverse. Tout contrôler, tout prévoir, tout verrouiller. La paternité, elle, introduit une part d'imprévu. Un enfant n'est pas un contrat. Il échappe au contrôle total. Pour Epstein, ce risque semble avoir été inacceptable. Les femmes qui ont gravité autour de lui décrivent des relations sans projection. Pas de projet de couple durable, pas de désir affiché de fonder une famille. Les liens sont asymétriques, souvent conditionnés par l'argent, le pouvoir ou la dépendance. Dans ce schéma, l'enfant n'a pas de place. Il représenterait une limite morale, une présence qui observe, qui questionne, qui oblige à se regarder autrement. Epstein a bâti sa vie de façon à éviter ce miroir. Les spécialistes du comportement criminel parlent d'un rapport particulier à l'autre. Epstein ne cherche pas l'égalité, il cherche la domination. La paternité suppose un renversement. Protéger plutôt que posséder, transmettre plutôt que utiliser. Tout l'inverse de ce que décrivent les témoignages. Les jeunes victimes racontent un monde où l'adulte décide de tout, où la parole est confisquée, où la frontière entre consentement et contrainte disparaît. Dans ce monde-là, l'enfant n'est jamais sujet, il est objet. Peu à peu, une autre vérité émerge. Epstein n'a pas laissé de descendance, mais il a laissé des trajectoires brisées. Certaines victimes ont sombré dans la dépression, d'autres ont connu des addictions. Quelques-unes ont réussi à reconstruire une vie, sans effort. Toutes racontent la même chose, une perte irréversible de confiance, souvent dès l'adolescence. Là où un père est censé protéger, Epstein a incarné la menace. Cette absence d'enfant reconnu prend alors un sens nouveau. Elle ne relève plus du choix personnel, mais d'une cohérence glaçante. Epstein n'a jamais voulu être responsable d'un être vulnérable. Il a préféré des relations où la vulnérabilité était toujours du côté de l'autre. Là réside peut-être la clé de son système. Un monde sans égalité, sans filiation, sans dette affective. Dans les mois qui suivent sa mort, les procédures civiles se multiplient. Les victimes réclament justice. Certaines obtiennent des indemnisations. D'autres attendent encore. Le patrimoine d'Epstein devient un champ de bataille juridique. Mais aucune décision de justice ne peut réparer ce qui a été perdu. Une enfance, une insouciance, une confiance de base. La vérité lentement se dessine. Epstein n'a pas laissé de fils pour porter son nom, mais il a laissé des dizaines d'êtres humains porter les conséquences de ses actes. Son héritage n'est pas génétique, il est psychologique, social, moral. Et il pose une question qui dépasse son cas personnel. Que vaut une fortune quand elle est construite sur la négation de l'autre ? En refusant toute forme de filiation, Epstein a peut-être cru échapper au jugement du temps. Mais le temps, lui, a conservé les voix de ceux qui l'a marqué. Ces voix racontent une vérité simple et terrible. On peut mourir sans enfant et pourtant laisser derrière soi une trace indélébile dans la vie de ceux qu'on a détruits. À la fin, il ne reste ni photo de famille, ni souvenir d'un enfant tenant la main de son père. Il ne reste pas non plus de récit de transmission, pas de prénom destiné à prolonger une lignée. Il reste un constat plus troublant. Un homme peut disparaître sans laisser de descendance et pourtant laisser derrière lui un héritage écrasant. Non pas un héritage de sang, mais un héritage de conséquences. La question posée au début de cette enquête revient, plus lourde encore. Pourquoi un homme obsédé par la maîtrise de son image, de son argent et de son influence n'a-t-il jamais voulu être père ? La réponse ne tient peut-être pas dans une biographie classique, mais dans une logique morale. Fonder une famille, c'est accepter une forme de responsabilité qui échappe au contrôle. C'est reconnaître la fragilité de l'autre. C'est se placer un jour en position de devoir rendre des comptes. Tout ce que son mode de vie semblait refuser. Dans l'imaginaire collectif,
L'héritage est souvent associé aux enfants. Il porte un nom, des valeurs, parfois une fortune. Ici, l'héritage a pris une autre forme. Des femmes devenues adultes racontent une enfance volée. Des trajectoires brisées racontent l'absence de protection. Ce sont ces récits qui prolongent la mémoire d'un homme qui n'a jamais voulu transmettre autrement que par le pouvoir. Certains diront qu'il n'y a pas de lien direct entre l'absence d'enfants et les crimes commis. Et ils auront raison sur le plan strictement factuel. Mais sur le plan symbolique, le vide est parlant. Il dit quelque chose d'un rapport au monde où l'autre n'est jamais reconnu comme un égal, encore moins comme quelqu'un à protéger. Là où la paternité exige de s'effacer pour l'avenir d'un autre, il a choisi de rester au centre, jusqu'au bout. Après sa mort, la justice civile a tenté d'apporter des réponses. Des indemnisations ont été versées, des procédures ont été closes. Mais aucune décision ne peut réparer ce qui a été détruit à l'adolescence. Les victimes le répètent. L'argent apaise parfois la survie matérielle, jamais la blessure initiale. Le temps passe, mais le souvenir demeure, et avec lui, une forme de filiation inversée. Ce ne sont pas des enfants qui héritent d'un père, mais des victimes qui héritent d'un traumatisme. L'histoire pose alors une question plus large, qui dépasse un seul nom. Que signifie réussir quand la réussite se fait au prix de l'autre? Que vaut une fortune quand elle n'est adossée à aucune responsabilité humaine? Dans nos sociétés, le prestige protège parfois longtemps, mais il ne protège pas, éternellement. Lorsque tout s'effondre, il ne reste que les liens réels, et ici, ces liens étaient absents. Peut-être est-ce là la véritable fin de cette histoire, non pas dans une cellule, ni dans un testament, mais dans ce paradoxe. Un homme sans enfant, mais pas sans héritage. Un héritage qui n'ouvre aucune porte, qui ne fonde aucune lignée, mais qui continue de peser sur des vies bien réelles. Il rappelle que la trace laissée par un individu ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il fait aux autres. La question centrale trouve alors une réponse indirecte. Ce qui est arrivé aux enfants de cette histoire, ce n'est pas une succession à recevoir, mais une charge à porter. Et cette charge nous concerne tous, car elle interroge notre tolérance face au pouvoir, notre silence face aux abus, et notre capacité collective à protéger les plus vulnérables. Parfois, ne pas avoir d'enfant ne signifie pas ne rien laisser derrière soi. Parfois, cela signifie laisser un vide. Et parfois, ce vide est rempli par des cicatrices qui racontent, bien mieux qu'un nom transmis, la véritable nature d'un héritage.